Bien, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, encore une fois, merci à Mickaël de se charger de la vidéo. Et puis, je tiens à excuser Isabelle qui n'est pas présente, mais qui n'était pas non plus présente au conseil municipal, prise par ses obligations professionnelles. Donc, on a eu un conseil municipal le 14 mars, avec beaucoup de points, dont le budget qui va être évoqué tout à l'heure par Angelo. Beaucoup de points sur lesquels nous avons voté quasiment à chaque fois pour, s'il n'y avait pas matière à discuter. Si ce n'est qu'il y a eu un peu de discussion concernant le service public potable, géré par Veolia, puisque Veolia est repassé en régie à une époque. Les études d'Ameva ont fait qu'on définit que c'était un peu compliqué de le passer maintenant parce que entre l'élection municipale de 2020 et puis la décision qu'on doit faire maintenant, ça paraissait un petit peu trop court pour le mettre en place. Donc on a re-signé un contrat pour 8 ans avec Veolia, mais en espérant que 3-4 ans avant la fin du contrat, ça puisse être travaillé pour voir ce qui peut être fait. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas eu de soucis. Et l'autre point, c'était des points assez courants, des trucs qu'il fallait faire passer sans souci particulier. Il y a eu un point concernant particulièrement la cession immobilière d'une parcelle située, alors pour que les gens puissent repérer un petit peu, juste derrière la station-service Total en centre-ville. Il y a un garage qui s'appelait Wirtz et qui est quasiment à l'abandon depuis 45-50 ans au moins, et qui avait été acheté par la société immobilière Picard, qui a enfin décidé de faire une construction de 8 logements, je crois que c'est ça, sur le site, mais il leur fallait un petit peu de terrain supplémentaire. Derrière le parking de l'office de tourisme, il y a une parcelle qui les intéressait, donc ils demandaient s'ils pourraient en faire une cession. Pour autant, dans le plan local de l'habitat, il avait été voté il y a quelques années qu'on arrêtait de construire du logement HLM sur Abbeville. Et là, ils en construisent quand même 8. Donc on a quand même été un petit peu questionnant là-dessus. Ceci dit, pour nous, notre groupe, on est plutôt favorable à continuer la construction de logements HLM sur Abbeville, parce qu'il y a une grosse demande de logements, donc on a voté pour cette session sans difficulté. Ensuite, les autres points, c'était des points d'affaires courantes, avant de passer aux exercices de compte de gestion, sur lesquels on a voté pour jusqu'au budget, où là, il y a eu du débat. Et là, je vais laisser la parole à Angelo pour qu'il puisse parler du budget primitif 2022 et du budget principal. Ouais, merci Francis pour ta présentation. Bonjour à tout le monde. Je voudrais, avant de passer au budget, revenir rapidement sur un point qui a aussi fait un peu de débat, c'est celui des tarifs du marché. Puisque en fait, le marché, c'est une délégation de service public, comme l'eau, c'est une entreprise qui s'appelle les frères de Madame Géraud, ou les fils de Madame Géraud, je ne sais plus, qui du coup gère le marché et facture aux commerçants des droits de place. Et ils ont la possibilité d'augmenter tous les ans leurs tarifs. Donc cette année, encore une fois, ils augmentent leurs tarifs. Et moi, j'étais pas très content par rapport à ça, parce que même si ils sont en droit, donc on ne peut pas voter contre, puisque c'est leur contrat leur permet. Mais le marché, on ne peut pas dire qu'il gagne en attractivité, on ne peut pas dire que le marché fonctionne bien, surtout le marché de plein vent, le marché extérieur du jeudi matin. Et ça, augmenter les tarifs, ça ne va pas dans un sens d'améliorer le service, parce que ça ne contribuera pas à faire venir de nouveaux commerçants, et puis pire, ça peut en faire fuir certains, sachant qu'ils facturent quand même, pour de l'animation. Ça c'est assez marrant, parce qu'il y a plusieurs milliers d'euros qui sont collectés aux commerçants pour animer le marché, mais on se demande bien comment, parce qu'on a rarement vu des animations ces derniers mois sur le marché. Donc bon, voilà, tout ça pour dire que la DSP, la délégation de service public, arrive à échéance avec la société qui gère le marché l'année prochaine. Donc on a redit notre volonté qu'on puisse reprendre ce marché en régie publique, ce qu'on n'a pas pu faire pour l'eau, parce qu'effectivement l'eau c'est un chantier beaucoup plus important. Il faudrait reprendre tous les salariés de Veolia, racheter le matériel, racheter les locaux, et ça demande beaucoup de préparation et beaucoup d'investissement. Donc là, depuis l'élection de Pascal Demarthe il y a 2 ans, il n'y a pas eu le temps d'organiser ça, donc il était assez normal que ça puisse continuer avec Veolia, sachant que le service est plutôt bien fait, il n'y a pas beaucoup de fuites, le service est bien, les réseaux sont bien entretenus, donc effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, on aurait bien aimé pouvoir le reprendre en régie publique, mais ce n'était pas le moment, en tout cas, de le faire.
Voilà, donc ensuite il y a eu le débat sur le budget, qui était quand même le gros morceau de ce conseil qui a duré plus de 4 heures, hein, parce que quand on a le budget à voter, c'est un gros morceau, mais il y avait déjà 17 points à l'ordre du jour avant, donc ce qui fait que ça a duré longtemps. Et bon, plusieurs observations sur le budget, hein. Moi, je suis revenu notamment sur le fonctionnement, parce que le budget il se décompose, évidemment, un budget doit s'équilibrer, il se décompose entre deux sections, la section de fonctionnement et la section d'investissement. La section de fonctionnement, c'est ce qui va concerner toutes les dépenses courantes de la municipalité, donc les dépenses de personnel, les dépenses de fluide, les dépenses, bon voilà, les subventions aux associations, tout ça c'est dans les dépenses de fonctionnement, et les dépenses d'investissement, là qui concernent plutôt les projets d'investissement, voilà, les gros projets. Donc, moi, j'ai ciblé quelques petites choses, notamment, j'ai redemandé à ce que les subventions aux associations, ça soit comment dire, remis à plat, qu'on crée une commission indépendante à laquelle est associée l'opposition, à laquelle pourraient être associées des personnalités qualifiées qui ne sont pas élues à Abbeville pour établir des critères qui soient valables pour que les associations se voient attribuer des subventions selon leurs besoins réels, selon le personnel qu'elles emploient, selon aussi qu'on soit en capacité de valoriser les prêts. Par exemple, quand une association a une salle gratuite ou a des locaux gratuits, chauffés, entretenus, tout ça, ça soit valorisé, qu'on puisse comparer réellement quelle association a quoi, et que ce soit vraiment juste et qu'il ne puisse pas y avoir de tension, de jalousie, de sentiment d'être moins bien loti que d'autres, qu'on puisse vraiment remettre ça à plat. Mais bon, ça c'est un refus catégorique, hein. Ils n'ont pas du tout envie, du moins l'impression que ça donne, d'aller dans cette démarche-là, parce que c'est vrai que ça pourrait vouloir dire remettre en question des habitudes de travail qui sont prises depuis longtemps, et ça pourrait faire grincer des dents. Donc bon, mais je pense que c'est un chantier qui sera nécessaire de mener un jour, parce que l'opacité c'est jamais bon. Voilà, c'est jamais bon. Ceci dit, par rapport aux associations, il y a quelques années, avec Alain Ponchel, il avait été proposé, enfin, a été mis en place plutôt, la participation au fluide des associations qui ont des locaux municipaux. Il n'y a eu aucune contestation là-dessus, il n'y a pas eu de problème, ça se fait quand même sans problème. Après, bon, effectivement, les subventions, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Ben oui, c'est pour ça qu'il faut faire ça en toute transparence et avec des grilles, voilà, et puis de réévaluer les besoins d'année en année, qu'on puisse mieux accompagner les associations qui développent leur activité, et qu'on puisse éventuellement moins accompagner des associations qui sont en train de péricliter, qui sont plus très actives. Bon ben voilà, il y a des rééquilibrages à opérer, et il faut que les choses elles soient dynamiques, qu'elles ne soient pas figées, et qu'on puisse les remettre en question parfois. Ensuite, il y a aussi un autre point que j'avais ciblé concernant le chauffage des serres municipales, qui sont toujours chauffées au fioul, et avec l'augmentation en ce moment des tarifs de l'énergie, il semblerait urgent de trouver un autre moyen de chauffage, notamment ils avaient parlé du miscanthus, d'une chaudière miscanthus, pour une chaufferie au miscanthus. Bon, voilà, ça pourrait servir pour chauffer les serres municipales. On attend ça. On attend aussi, moi j'ai suggéré qu'on revoie le colis des aînés, parce que le colis des aînés, bon, c'est super le colis des aînés, hein, moi je trouve ça très bien, mais c'est pas des produits locaux, c'est des produits qui viennent de l'autre bout de la France, même si c'est bon, j'en sais rien, moi je suis pas encore à l'âge où je reçois le colis, mais en tout cas, je trouve ça dommage que dans un colis, il y en a quand même pour plusieurs dizaines de milliers d'euros pour la commune, hein, que ça bénéficie pas à des entreprises locales, qu'on puisse pas mettre des produits locaux à l'intérieur, ou à défaut un bon d'achat à dépenser dans les commerces abbvillois. Voilà, ça je pense que ça serait quelque chose aussi qui permettrait de faire circuler l'argent localement et de bénéficier à tout le monde. Et je pense que beaucoup de gens seraient davantage contents de pouvoir se payer une coupe de cheveux chez le coiffeur plutôt que d'avoir un petit bloc de foie gras qu'on ne va pas forcément manger, ou une demi-bouteille de mousseux. Bon, voilà, parce que tout le monde ne boit pas d'alcool non plus, que les gens puissent faire un peu ce qu'ils ont envie avec le colis, ça me paraîtrait un peu sympa. Voilà. Bon, c'était une idée comme ça, à laquelle, qui a été balayée d'un revers de main, hein. Ils n'ont pas du tout envie
de travailler là-dessus visiblement. Bon, c'est pas grave, pas là-dessus qu'on va se battre le plus, hein. Mais par contre, un vrai sujet qui m'a beaucoup chagriné dans ce budget de fonctionnement, c'est que le bouclier social de 30 000 euros qui est accordé au CCAS, hein, depuis l'élection de Pascal Demarthe, c'est un de ses engagements de campagne, il est divisé par deux. Parce que, en gros, il garde 15 000 euros de bouclier social, et les 15 000 euros restants, ils vont servir pour l'épicerie sociale et solidaire. Alors, c'est super ce projet d'épicerie. Ça, vraiment, on pourrait en reparler, mais c'est un super projet qui va être alimenté en circuit court, hein, sur des terrains municipaux par un chantier d'insertion maraîchage qui vont produire des fruits et des légumes qui vont être ensuite vendus à des tarifs extrêmement bas à l'épicerie sociale qui sera ouverte dans les prochaines semaines à Manchecourt. Ça, c'est vraiment un projet que moi, je trouve formidable. Et là, je leur dis bravo à tous ceux qui ont travaillé sur ce projet-là, de l'avoir mis en place. Mais par contre, je regrette que ce soit au détriment de ce bouclier social. Parce que je pense qu'il aurait fallu faire évoluer ce bouclier social en un bouclier énergétique. Pour que, avec l'inflation du prix des carburants, de l'électricité, du gaz, du fuel, de toutes ces sources d'énergie dont on a absolument besoin, on n'est pas encore aujourd'hui capable de s'affranchir de produits, notamment de gaz, pour tous les gens qui vont être vraiment dans une situation critique. Les gens qui, il faut que nous, la municipalité, on réfléchisse à comment on peut aider ces gens-là. Donc, on avait proposé la création d'un groupe de travail, d'une cellule de crise pour trouver des solutions. Bon, on n'a pas voulu me répondre sur le sujet parce qu'effectivement, j'avais envoyé la question écrite samedi en milieu de journée. Il aurait fallu que je l'envoie vendredi soir, pour 72 heures avant dans les délais. Donc ils ont refusé de répondre à la question. Enfin, Pascal Demarthe a refusé de répondre à la question. Dommage, parce que c'est vraiment un sujet qui était urgent, sur lequel même si effectivement les communes ne peuvent pas être seules à trouver des solutions, il faut que nous aussi localement on pense à quelles solutions on pourrait trouver pour aider les gens qui en auraient besoin. Donc moi j'aurais bien aimé qu'on transforme ce bouclier social en un bouclier énergétique et qu'on finance un peu plus facilement les factures des gens qui doivent remplir leur cuve de fuel ou de gaz en ce moment et qui ne peuvent pas le faire. Voilà, parce que c'est à 2 euros le litre, on n'y arrive pas. Enfin bon, voilà. En tout cas, il n'y a aucune réponse qui semble être apportée à la crise qu'on est en train de vivre dans ce budget. Et puis sur l'investissement, l'autre gros morceau de ce budget, bon, déjà, la première chose que j'ai pointée, c'est qu'il y avait quasiment 2 millions d'euros d'investissement qui restaient à réaliser de 2021. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas su mener à bien tous les investissements sur lesquels ils s'étaient engagés dans le budget primitif 2021. Donc il restait 2 millions d'euros reportés sur 2022. Bon, c'est pas grave, c'est technique, vous allez me dire. Mais en même temps, pour moi, c'est assez révélateur parce que plus les restes à réaliser sont importants, plus ça montre qu'on n'est pas en capacité, soit que la machine administrative n'est pas en mesure de suivre derrière parce qu'il n'y a pas assez de monde dans les services possibles, soit parce que les élus ne sont pas assez dynamiques pour faire avancer les dossiers, probable. En tout cas, c'est 2 millions d'euros de restes à réaliser, c'est beaucoup. Voilà, ça correspond à une proportion importante des investissements. Et ensuite, dans les investissements qui vont commencer cette année, il y a 3 projets. C'est les 3 projets qui vont marquer la mandature de Martin. C'est le stade Paul Delic, où là, il y a les études de programmation pour le stade. Il y a le musée Boucher-de-Perthes, l'agrandissement du musée Boucher-de-Perthes. Et puis, il y a tous les deux, cette année, c'est les études. Bon, c'est 2 projets qui sont très bien, moi j'ai rien contre, hein. Pas du tout. Il y a vraiment quelque chose à faire sur le stade, il y a vraiment quelque chose à faire sur le musée. Si je permets, d'ailleurs, moi en tant qu'ex-conseiller municipal au sport pendant 12 ans, et puis ayant fait l'athlétisme pendant plus de 40 ans, j'ai même pas été sollicité pour travailler sur le projet stade, alors qu'il y a avant tout une piste d'athlétisme qui va être mise en avant. Tout comme pour le projet musée, ils auraient pu proposer à Aurélien Dauvergne, qui a été adjoint quand même pendant 6 ans, de venir dans la commission pour travailler dessus. On a complètement été écartés. Sachant que ça, c'est censé être discuté en commission attractivité. La commission attractivité, elle s'est réunie une seule fois depuis 2 ans, l'élection. Bon, voilà, les commissions, elles ne sont pas dynamiques à la ville d'Abbeville, ça c'est sûr. Donc, il y a, voilà, donc, il y a les études qui vont être lancées, très bien. Sauf que on va être sur des projets à plusieurs millions d'euros l'un comme l'autre. Donc ce sont ces projets-là qui vont concentrer
l'ensemble des investissements à Abbeville. Et moi, ce que je regrette un petit peu, c'est que, les réserves que j'émets, c'est attention, c'est bien de faire ces projets-là, mais il ne faut pas avoir la folie des grandeurs non plus. Il faut savoir garder un peu les pieds sur terre, parce que ce ne sont pas des projets qui vont bénéficier au plus grand nombre des Abbvillois. Ça va bénéficier à une petite partie de la population. C'est des projets qui vont permettre un peu de rayonner à l'échelle sportive ou culturelle, mais ce n'est pas des projets qui vont améliorer le quotidien des gens. Ça va améliorer le quotidien de quelques dizaines de sportifs ou d'amateurs de culture. Mais on est vraiment sur des projets qui coûtent beaucoup d'argent par rapport à l'amélioration du quotidien des Abbvillois et des Abbvilloises. Donc moi je dis attention sur ces projets-là, surtout qu'on voit le plus gros investissement pour l'année 2022, là, c'est le club hippique, le club house du club hippique. 510 000 euros financés par de l'emprunt de la ville d'Abbeville, 510 000 euros pour refaire le club house du club hippique. Bon, ben, pourquoi pas? Moi j'ai rien contre, mais j'ai l'impression que les gros postes budgétaires, parce que sur le bouclier social, on le divise par deux, on vient chercher 15 000 balles là, mais alors par contre, pour le clubhouse ou pour là il n'y a pas de limite visiblement, donc le sentiment qu'on a, c'est que c'est des décisions qui ne vont pas profiter au plus grand nombre, mais qui vont vraiment être sur des projets très spécifiques pour un petit nombre de bénéficiaires. Donc moi j'alerte vraiment là-dessus. Je ne dis pas qu'on est contre ces projets-là, parce que je pense qu'ils sont importants à mener. Il y a des besoins, voilà, il y a des besoins, mais après il y a des besoins, il y a des priorités. Voilà. C'est toujours comme ça, la balance, elle n'est jamais évidente à trouver. Donc, pour conclure sur le budget, on a fini par voter contre. On a voté contre le budget 2022 parce qu'on refuse d'être associé à ce budget-là. Voilà. On n'a pas été du tout consulté sur son élaboration. Les commissions, à part la tienne qui est très dynamique grâce à Michel Blondin sur le développement durable, c'est vrai qu'on ne peut pas lui retirer. Il connaît bien son domaine. Sinon, c'est pas notre budget, quoi. Voilà, on n'aurait pas fait les choses comme ça, et puis on voit pas pourquoi on irait donner notre blanc-seing sur un budget qu'on ne partage pas. Donc on a voté contre, en pointant quand même des gros manques, parce que même s'il y a des choses intéressantes, on ne peut pas dire que tout est acheté, il y a des choses intéressantes, mais il y a des gros manques, notamment sur le social. Moi je trouve que là, on n'est pas à la hauteur des enjeux du moment. Avec la précarisation des gens là, qui va être terrible face à la hausse des prix de l'énergie, et on n'est pas à la hauteur non plus sur la question de la transition écologique, où même s'il y a quelques petits projets comme ça à droite à gauche qui pourraient voir le jour, par exemple on ne parle pas encore de solarisation, de panneaux solaires sur les bâtiments municipaux, on ne parle pas non plus de plan vélo, d'un vrai essor pour les pistes cyclables. On ne parle pas non plus vraiment de sécurisation des rues qui sont très fréquentées. Je pense au boulevard de la République, je pense à la route d'Amiens, à ces axes-là qui sont dangereux car très fréquentés. Bon, ça ne fait pas partie des sujets qui sont abordés. Donc voilà, moi je suis un peu sceptique concernant les orientations. J'ai l'impression que voilà, c'est plan-plan. Voilà, c'est un peu le sentiment qu'on a, quoi. C'est que c'est plan-plan. C'est plan-plan. Bon, voilà. Et on avait déposé 2 motions rapidement, et puis le groupe Abbeville Ensemble d'Aurélien d'Auvergne en avait déposé une également. Donc rapidement, on a commencé par celle déposée par le groupe Abbeville Ensemble pour proposer qu'on renomme le marché, la halle couverte du marché, qu'on la renomme Jean-Pierre Pernaut. Moi j'y suis plutôt favorable. Après c'est un sujet sur lequel on n'est pas forcément d'ailleurs d'accord, parce que après Jean-Pierre Pernaut c'est pas forcément quelqu'un qui fait que l'unanimité non plus, mais moi je trouvais que ça avait du sens, que c'est une figure populaire, que c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour développer notre région, qui était attaché au marché, terroir et compagnie. Donc je trouvais qu'il y avait un sens à appeler cette halle Jean-Pierre Pernaut. Pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Mais Pascal Demarthe a dit qu'il aurait préféré que ça soit le stadium automobile, parce qu'il se serait renseigné auprès de la veuve de Jean-Pierre Pernaut et de passionné de course automobile. C'était un passionné de course automobile. automobile. Et à la limite, ça c'est mon point de vue, moi si ça marche avec le Stilner là-haut au niveau du stadium, c'est une piste privée, on n'a pas besoin de le passer au conseil municipal, et puis voilà. Voilà. Bon, en tout cas, c'était la première proposition, et puis nous on avait proposé 2 motions. La première qui concernait les travailleurs sociaux,
la revalorisation des salaires des travailleurs sociaux. Donc, travailleurs sociaux, c'est les psychologues, les éducateurs spécialisés, les assistantes sociales, les chefs d'atelier dans les établissements pour personnes en situation de handicap. Non, les gens qui vont travailler au quotidien avec les sans-abri, avec les femmes battues, avec les gens qui ont des problèmes, des problèmes sociaux, quoi. Voilà, même des gens qui sont en difficulté sociale à un moment donné. Bon. Et en fait, le gouvernement, dans le cadre des Ségur des travailleurs sociaux, là, il y a un mois, ils ont annoncé une revalorisation salariale de 183 euros net pour les travailleurs sociaux, mais seulement ceux qui travaillent pour le secteur privé non lucratif. Donc en gros, pour les associations, type Apprentis d'Auteuil, type Papillon Blanc. Bon, c'est super, hein, très bien, tant mieux pour eux, mais les travailleurs sociaux, il y en a aussi qui sont employés par des collectivités territoriales, par la ville d'Abbeville, le CCAS, par le département de la Somme, par les collectivités, ont aussi des travailleurs sociaux qui sont du coup pas concernés par la revalorisation salariale. Donc nous, cette motion-là, elle demandait à ce qu'on s'aligne sur la revalorisation salariale qui était votée pour les salariés du privé non lucratif. Donc il y a plutôt eu un accord de Pascal Demarque là-dessus, mais il nous a répondu assez justement qu'en fait, il n'y avait que 2 agents au CCAS qui avaient le statut de travailleur social. Et sur ces 2 agents, il y en a une qui est en train de basculer vers un statut de filière administrative où ce n'est pas le même régime indemnitaire. Donc en fait, du coup, pour Abbeville, ça ne s'applique pas vraiment parce que les travailleurs sociaux, enfin les assistantes sociales, n'ont pas le statut de travailleurs sociaux, visiblement, de ce que vous avez expliqué. Donc par contre, du coup, on a accepté de transformer cette motion en un vœu qui sera adressé au ministère compétent et au département, hein, que j'aurai l'occasion d'ailleurs de le défendre auprès du président du conseil départemental, pour que les collectivités territoriales s'alignent sur le Ségur des travailleurs sociaux en revalorisant le salaire des travailleurs sociaux. Bon, voilà. Et ça a été voté à l'unanimité, il n'y a pas eu de sujet, donc très bien. Une fois, il y a eu un projet ensemble, un projet qui était à l'initiative de notre groupe, mais qui a été accepté par la majorité, et on a travaillé ensemble sur un en bonne intelligence. Ouais, non, ça c'était agréable. C'est peut-être parce que ça faisait 4 heures qu'on était en conseil, donc du coup tout le monde avait envie que ça se termine, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont accepté, pour pas qu'il y ait de débat. Non, je crois pas, j'exagère, je rigole. Et puis la deuxième motion qu'on a déposée, ça concernait la mise en place d'un plan vélo, de développer les pistes cyclables notamment, parce qu'il y a eu les résultats et je conclurai avec ça parce que c'était la fin après, les résultats du baromètre ville cyclable. Il y a eu un questionnaire qui a été mené par la Fédération des usagers de la bicyclette, hein, la FUB, qui fait son baromètre tous les 2 ans. Et il y a eu 176 personnes qui ont répondu à ce questionnaire. Attends, 176 cyclistes abvillois. Oui, cyclistes abvillois. Cyclistes, tout le monde ne fait pas de vélo. Ouais, cyclistes abvillois qui ont répondu à ce questionnaire. Et il y avait plusieurs rubriques et compagnie. Et en fait, ce qu'ont dit les gens, c'est que Abbeville était très mauvais élève. Hein. Enfin, déjà, je suis allé voir un peu les statistiques de l'INSEE. Hein, donc, 1/3 des déplacements domicile-travail dans la région des Hauts-de-France sont inférieurs à 5 km. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent être facilement faits à vélo. Hein. Mais 73% sont effectués en voiture individuelle à Abbeville. Donc, c'est vraiment très très majoritaire. Hein. Et à Abbeville, on est à 73% des déplacements domicile-travail de moins de 5 km qui sont faits en voiture individuelle. C'est plus que la moyenne de la région, qui est 68%. Et la moyenne de la région, elle est supérieure à la moyenne nationale déjà. Donc on est mauvais élève. Et le vélo ne représente que 3% des déplacements domicile-travail à Abbeville, alors que c'est 5% dans la région des Hauts-de-France. Donc il y a vraiment quelque chose à faire pour développer le vélo, surtout qu'on est dans un territoire qui est relativement plat, on n'est pas dans une zone avec beaucoup de dénivelé, et avec la hausse du prix des carburants, le vélo c'est un bon moyen quand même pour gagner en pouvoir d'achat, hein, pour éviter d'avoir à faire le plein d'essence trop souvent. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète, enfin c'est tout bénef le vélo. Et ce que pointent les gens qui ont répondu au questionnaire de la Fédération des usagers de la bicyclette, ils disent que le réseau d'itinéraires cyclables ne permet pas d'aller partout de façon directe et rapide. Bon, qu'il n'y a pas assez de pistes cyclables en gros. Et que les cyclistes se sentent en danger quand ils circulent. Ça, c'est les 2 principaux enseignements. Et
Et du coup, la note qui a été obtenue par Abbeville, c'est la pire note possible, c'est G. Hein. Et la dernière fois Abbeville qui avait été évaluée, elle avait obtenu une note qui était déjà mauvaise, mais qui était un poil meilleure, c'était F. Donc on a encore perdu des places au classement depuis 2 ans. Et dans cette enquête, il y a différents constats qui sont dressés, hein, que les traversées des carrefours et des ronds-points sont dangereuses, le manque de sécurité sur les grands axes, qu'il n'y a pas de déviation quand il y a des travaux, que les itinéraires existants sont mal entretenus et inconfortables, qu'il n'y a pas assez de panneaux directionnels, qu'il n'y a pas de contresens cyclable. Vous savez, quand une rue est en sens unique, qu'on puisse rouler dans l'autre sens à vélo, qu'on ne peut pas louer un vélo et qu'il n'y a pas suffisamment de stationnement sécurisé et adapté. Donc du coup, il montrait aussi dans cette enquête qu'il y avait plusieurs points qui étaient à améliorer en priorité, plusieurs axes. Hein. Par exemple, la chaussée Marcadet, le boulevard de la République, la route d'Amiens, le boulevard Vauban, et les 2 ronds-points du Général de Gaulle, là, au monument aux morts, et de la Sucrerie. Que c'était les 2 principaux ronds-points il fallait vite trouver une solution pour les sécuriser pour les vélos. Et ce que disent aussi les gens, c'est que la municipalité ne fait absolument aucun effort pour communiquer et pour écouter les besoins des usagers du vélo. C'est le constat qui est fait par l'association de défense des cyclistes. Donc nous partons de ce constat, on a demandé à la mairie, à Pascal Demarthe, qui mette en place un vrai plan vélo pluriannuel, avec des investissements pluriannuels qui soient prévus sur 5 ans, sur 10 ans, pour faciliter l'usage du vélo. Bon, on s'est fait un peu envoyer balader gentiment, mais ils ont quand même accepté que la prochaine commission développement durable elle soit consacrée uniquement au vélo. Donc, affaire à suivre, on va continuer de se battre sur ce sujet-là. Et puis après, on est reparti à vélo d'ailleurs, on était tous les deux à vélo. Exact. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était quand même un conseil un peu dense, hein. Il y aura plein d'autres choses au prochain conseil d'Aglo. Hein. Ça va être le budget aussi, mais il tarde un peu à sortir. Ils doivent avoir un peu de mal à équilibrer, je pense. Ça ne va pas être simple. Non. Allez, on vous remercie de nous avoir suivis. On vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.